Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Original. Et aujourd'hui, vu le sommaire, on pourrait se demander, Gauthier, si tu étais un personnage scénique inventé avec un animal totem, tu serais quoi ? Avec un animal totem. Ah bah oui, s'il te plaît. Je serais un membre exclu des Bratislava Boys qui aurait comme animal chez lui, je sais pas, un perroquet. Bah écoute, c'est valide. C'est valide. Bonjour Gauthier. Notre invité du jour, Sébastien Moge, chef de service adjoint aux plateformes chez Télérama. Bonjour. Bonjour. T'inquiète pas, je ne te pose pas la même question. Ah bah si tu veux. À moins que tu veuilles y répondre. Allez, Upsicat, un chat malicieux mais qui sait sortir les griffes quand il faut. Ah, c'est bien, c'est bien. Tout un programme. Alors justement, en parlant de programme, aujourd'hui au sommaire, un gros plan sur la mini-série dramatique Adolescence à découvrir sur Netflix à partir du 13 mars. Notre rubrique Ne cherchez plus avec toujours une reco de Gauthier. Et alors justement de Gauthier, vous allez comprendre pourquoi toutes ces métaphores. De quoi tu nous parles aujourd'hui Gauthier ? Et bah aujourd'hui on va revenir sur Fucking Fred sur Amazon Prime Video. Le sous-titre c'est Comme un léopard. C'est une série qui est c'est un unitaire d'un peu plus d'une heure qui est mené par Jonathan Cohen. Jonathan Cohen qui se crée un nouveau personnage le temps d'un concert avec Orelsan et qui va un petit peu perdre la boule dans ce personnage. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous pourrez, comme chaque semaine, retrouver en fin d'émission une interview originale. Ce sera celle de notre invité, bien sûr. Vous écoutez Original, c'est l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, un gros plan sur Adolescence, une mini-série britannique donc, et une série choc en temps réel et à multi-points de vue. Ça s'appelle donc Adolescence et c'est à découvrir à partir du 13 mars sur Netflix. On est armés! Vous cherchez quoi? Les mains en l'air! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne maison! Il a rien fait, papa! Mais c'est qu'un gosse! Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui? Alors on peut dire que vous êtes amis? C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que c'est possible qu'on parle un petit peu de ton père? J'ai rien fait, je suis innocent! Toi aussi, Eddie, t'es un père génial. Il n'est pas déclaré coupable, il est juste accusé. Qu'est-ce que t'as fait? Je parlais d'une série coup de poing, tant par le sujet traité, l'arrestation pour meurtre du petit Jamie, 13 ans, que par sa forme. On a parlé du côté temps réel, mais on parlait de temps réel, comprenez, filmé en une seule prise continue. Le pitch, on l'a dit, lorsque Jamie Miller, 13 ans, est accusé du meurtre d'une camarade de classe, sa famille tombe des nues. Pour ses parents, Eddie et Manda, l'incompréhension domine. Leur fils a-t-il réellement pu commettre un tel acte ? A-t-il été manipulé ? Ou bien est-il pris au piège d'une erreur judiciaire ? Vaste programme, c'est évidemment une création de Jack Thorne qu'on connaît déjà et c'est réalisé par Philippe Barantini à qui on devait déjà Boiling Point, en français The Chef, qui était sorti en 2021, un film avec Stephen Graham déjà, et déjà construit sur la même logique avec cette tension sous-jacente autour du temps réel. Donc voilà, là on est cette fois sur une série, un multi-point de vue, et une série choc, évidemment, que je crois, Sébastien, tu as particulièrement apprécié. Oui, tout à fait. C'est une mini-série donc, de Jack Thorne et co-créée par Stephen Graham, donc l'acteur principal, filmée en plan séquence en temps réel. Alors, on pourrait penser que c'est un peu gadget ou un peu too much le plan séquence. En réalité, ça nous plonge, ça nous met en immersion dans une situation extraordinaire
qui, si on la vivait, nous, dans la réalité, en fait, le temps s'allongerait, je sais pas comment dire, se distendrait. Se dilaterait, ouais. Se dilaterait. Et donc, il faut vivre ce moment en temps réel avec ce plan séquence pour comprendre ce qui se passe. Et ça permet aussi de ne pas de mettre tous les personnages sur le même plan, je trouve, cette absence de montage. Gauthier, justement, si tu veux aller plus loin sur ce côté, justement, qu'est-ce que ça change le temps réel par rapport aux personnages et à l'histoire ? Ça permet d'observer des personnages assez en profondeur et de les voir se développer dans des situations qui sont quand même extrêmement insolites, quoi. Le premier épisode, donc c'est 4 épisodes. Le premier épisode se passe le jour de l'arrestation, au moment de l'arrestation de cet enfant. Donc on va passer de sa maison toute tranquille à 6 heures du matin au commissariat où là, on sait même plus de quoi on parle, quoi. On vient de passer d'une famille peinarde chez elle à une famille qui est traînée littéralement manu militari au commissariat pour accuser un enfant de 13 ans de meurtre. Le deuxième épisode se passe, me semble-t-il, le lendemain ou le surlendemain dans l'école de cet adolescent pour interroger ses autres camarades de classe. Le troisième épisode se passe une semaine plus tard, il me semble, et c'est uniquement... quelques mois plus tard. C'est quelques mois plus tard déjà, oui. Et c'est uniquement une séance de psychologie avec lui, donc une psychologue vient lui parler. Et le dernier épisode se passe plus d'1 an après cette arrestation. On revient dans le foyer familial et on voit comment la famille se soigne, en gros, survit à ça. Et donc le plan séquence sert à contempler vraiment dans la longueur, dans la durée, ces 4 situations très différentes. Alors, c'est une série qui propose un regard assez cru sur la violence juvénile et la justice des mineurs. Est-ce que, Sébastien, par exemple, tu trouves que la série parvient à éviter quand même les clichés du genre ? Oui, ça évite les clichés, tout simplement parce que c'est une histoire qui est finalement très peu racontée. Donc, on a très peu d'exemples. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une mini-série de Laetitia Masson qui s'appelait Aurore sur Arte et qui mettait en scène effectivement le meurtre d'une enfant par un autre enfant. Donc les clichés, finalement, il y en a pas trop. On a l'impression de découvrir cette situation et de la vivre encore une fois avec les personnages sans repère, en fait, préalable. Ouais, ce qui est très impressionnant, c'est que un des clichés du genre auquel on pourrait s'attendre, c'est que typiquement, dès l'épisode 2, on ouvre plein d'autres portes pour pouvoir disculper l'enfant et se dire, au fait, ce qu'on a sous les yeux n'est pas ce qu'on a sous les yeux et c'est un complot. Et tu vois, aller sur d'autres pistes, se dire, peut-être que au-delà du premier degré de ce que je vois, il y a une machination derrière. On va pas trop spoiler, mais en gros, on part sur complètement autre chose dès le 3e épisode. Et c'est-à-dire qu'il y a une situation qu'il faut arriver, qui est inacceptable, mais qu'il faut arriver à accepter quand même. Et ça, c'est vraiment loin des clichés du genre traditionnel. Alors effectivement, on va essayer de pas trop spoiler, vous l'avez compris, puisque la série elle-même nous place dans une situation d'incertitude permanente autour de cette culpabilité de cet enfant. Est-ce que, Sébastien, tu penses que justement ce flou narratif, c'est une force ? Oui, c'est une force. Encore une fois, c'est flou parce qu'on ne peut pas précisément dire pourquoi ça s'est passé, pourquoi cet acte a peut-être été commis par cet enfant. Donc ça entretient ce flou, complot peut-être pas, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas on commence à se dire que il a fallu beaucoup de choses pour qu'on en arrive là, que la faute n'est pas sur la responsabilité, la faute n'est pas sur une seule personne, sur une institution, sur l'école, sur la cellule familiale, les réseaux sociaux, il y a tout ça concourt à ce qu'on arrive à cet acte tragique. Il y a une scène dans l'épisode 2 qui raconte quelque chose d'assez fort, parce que la série s'appelle Adolescence, et ça raconte vraiment assez bien et de manière assez forte comment il va y avoir toujours un gap générationnel entre les ados et leurs parents, et comment ils vont éternellement jamais réussir à communiquer,
même si on est bienveillant, puisque le directeur de l'enquête, l'inspecteur de police, arrive dans le lycée où tout ça a été commis, quoi. Et il a son propre fils qui est là et qui le regarde un peu patauger avec les autres ados. Et le fils finit par aller voir son père pour lui dire « Je crois que tu lis pas très bien les signes que tu as sous les yeux, notamment si tu prends Instagram et que tu regardes vraiment de près ce qui se passe. T'as pas les codes des trucs de mascu et tout ça, tu comprends pas. Par exemple, l'émoticône avec la pilule rouge, là, ça veut dire que, etc. Et là, le père lui répond « Ah, comme dans Matrix !» Et là, c'est le fils qui a pas la ref. Et il fait « Ah, non, mais... » Donc, il y a ce gap générationnel qui est extrêmement bien montré. Je pense qu'il a la ref, mais qu'il trouve cette réaction un peu ringarde, justement, et un peu à côté. Ouais, donc les codes des adolescents d'aujourd'hui sont vraiment bien utilisés dans la narration de ce truc-là. Et on découvre des choses. Moi-même, j'ai découvert des choses sur. C'est vrai que j'ai pas Instagram, je reconnais, mais j'ai découvert une façon de communiquer des adolescents que je ne connaissais pas. Et encore aujourd'hui, il y a TikTok en plus, hein, donc ça va encore plus loin et encore plus vite. Tu parlais de la génération justement des adultes. Je suis obligé de vous interroger sur Stephen Graham, hein, un père dévasté, mais aussi un peu ambigu dans sa relation avec son fils. Donc lui, il joue le père de l'enfant qui est mis en cause. Quelle place occupe cette performance, celle de Stephen Graham, dans la réussite de la série ? Comme d'habitude, avec lui, c'est une performance XXL, mais là, en l'occurrence, ce qui est pertinent, c'est que Stephen Graham, il a cette allure de brute épaisse et en même temps, on sent une sorte de nounours au cœur tendre. Alors, on se pose des questions sur lui. On se dit, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il est responsable de l'éducation qu'il a procurée à son fils ? En fait, les choses ne sont pas si simples que ça. On va le découvrir au fur et à mesure des épisodes. Il n'est pas responsable, mais il y a peut-être une violence ou un patriarcat latent chez lui ou dans sa famille, parce qu'il est question aussi du grand-père, donc du père de Stephen Graham, qu'on ne voit pas mais qui est évoqué, et qui a pu influencer non intentionnellement les actions ou l'attitude du petit garçon. Moi, je trouve que Stephen Graham, il fait une carrière absolument éblouissante, parce que si on se souvient de lui il y a 25 ans dans Snatch, par exemple... C'est l'homme de main un peu ridicule. Bah oui, c'est le loser britannique, quoi. Et 6 ans plus tard, dans This is England, il incarnait vraiment tout ce que la Grande-Bretagne des années fin 70, début 80 peut incarner de raciste et de terrible. Et maintenant qu'il commence à avoir un certain âge, on voit bien qu'il a ce physique très très robuste, mais qui peut s'en servir comme pour montrer un homme qui a plein de fêlures à l'intérieur de lui-même. Et c'est ce qu'il propose là dans 2 épisodes, hein, puisqu'on ne le voit que dans 2 des 4 épisodes. C'est très intéressant. Oui, c'est en train de devenir un acteur assez marquant, hein, de Grande-Bretagne. Et tu parlais de This is England, coécrit par Jack Thorne, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Fait, ouais. Et on se rend compte que c'est une sorte de famille un peu de télé, entre Jack Thorne, Shane Meadows aussi avec The Virtues, avec déjà Stephen Graham. Il y a la femme de Stephen Graham qui joue dans Adolescence, qui coproduit également. Il y a toute une famille en fait de télévisuels qu'on voit, et qu'on voit aussi dans A Thousand Blows, qui sort une série aussi qui sort sur Disney+, qui est sur Disney+ actuellement. Et donc c'est assez intéressant de voir ce travail-là collectif, presque familial, et pour parler en plus de la famille et de la famille dysfonctionnelle. En plus, il y a quelque chose de très très britannique à faire une série qui raconte ça, parce que la Grande-Bretagne avait été frappée au début des années 90 par un meurtre assez sauvage de 2 adolescents qui avaient lapidé un enfant en bas âge, enfin un enfant qui avait un an et demi, et le film Boy A, déjà avec Andrew Garfield, était inspiré de ce meurtre affreux et incompréhensible, et qui te tombe dessus et auquel tu sais pas comment réagir. Même la société est pas très prête et pas construite pour réagir à ce genre d'événements tragiques, quoi. Alors la série, justement, elle se situe un peu entre le drame psychologique et le thriller judiciaire, si on devait mettre des cases et des grands mots. Ce mélange de genres, ça fonctionne dans l'adolescence ? Oui, est-ce qu'on peut parler de genre ? C'est plutôt des moments de vie, parce qu'il y a le temps de l'enquête qui dure 2 épisodes.
Ensuite, il y a le temps pas de l'explication, mais de la tentative d'explication d'un geste commis ou pas. Et puis après, le temps de la réparation dans le dernier épisode. Comment survivre à ça en tant que famille. Donc voilà, je vois pas trop cette série comme une série de genres. Effectivement, on peut y mettre plusieurs genres, mais je vois plus ça comme l'étude d'un moment progressif. Avec ses facettes différentes. Ouais. C'est ça, même moi qui suis, comme tu le sais, hyper friand du réalisme social britannique, là, c'est pas une case dans laquelle on peut mettre facilement cette série. Parce que c'est pas ça qu'elle propose tout le temps. C'est peut-être ça qu'elle propose dans son dernier épisode, on peut dire ça, mais le premier épisode est un épisode qui est quand même vu du point de vue de la police, le premier et le deuxième d'ailleurs. Le troisième épisode est, comme je l'ai dit, un épisode vu du point de vue d'une psychologue qui interroge pendant 1 heure donc, cet enfant, et on le voit pendant cette heure, il est presque bipolaire, quoi. Il a des sautes d'humeur qui sont complètement dingue et qui arrive comme des balises à des instants très précis de l'épisode, quoi. Il faut quand même dire que ce 3e épisode, en ce qui me concerne, c'est un des trucs les plus forts que j'ai vus dans ma vie. Je pense que j'étais vraiment en apnée. Je sais pas si c'était le cas pour toi. Moi, ça m'a fait ça sur tous Gauthier. les épisodes. Sur tous les épisodes, vraiment, j'ai pris ça vraiment de manière assez costaude. Ouais, mais dans les autres, tu te balades un peu, entre guillemets. Là, tu es vraiment dans une salle. Bon, elle sort à un moment donné au milieu de l'épisode. Et puis, le plan séquence, c'est très circulaire. Donc, ça les enferme dans leur conversation. Ils sont opposés face à face au début. Après, elles se rapprochent. Mais plus ils se rapprochent, plus ils s'éloignent en réalité parce qu'elle commence à comprendre, en fait, un peu les mécanismes de pensée de ce gamin. Et c'est déchirant. Et la fin de l'épisode... Je vais rien dire, mais c'est d'une tristesse infinie. Ouais, et tu parlais de la circularité de la mise en scène. Il y a un truc qui est magnifique dans cette série, c'est d'observer toute la chorégraphie des plans séquences qu'on regarde. Là, vraiment, pour les gens qui aiment faire de l'analyse filmique, c'est un régal, quoi. La caméra se place toujours là où elle doit être, quoi. C'est presque ludique. Ouais. Et vous ne les voyez pas derrière vos écouteurs, mais effectivement, ils font de grands cercles avec les mains quand ils en parlent. J'ai, pour conclure, quelques petites questions rapides. Est-ce qu'on conseille ? J'ai envie de dire, oui, évidemment, ça, il n'y a pas de spoiler, oui. C'est un petit chef-d'œuvre. Ouais. Alors, pourquoi on conseille ? Si tu avais 1 minute pour convaincre, Sébastien, pourquoi est-ce que tu conseillerais à tout le monde de regarder cette série ? Parce que c'est presque du jamais vu, parce que, comme je le disais, ça traite d'un sujet très peu traité dans la fiction en général, que le dispositif de mise en scène est incroyable, les performances d'acteurs, le gamin... Alors je m'interrogeais un peu dans le premier épisode, il a un peu du mal un peu avec le dispositif, j'ai l'impression, surtout dans la voiture de police qui l'amène au commissariat, mais dans l'épisode 3, et je crois que c'est son premier rôle, j'ai regardé, il fait une performance mais extraordinaire. C'est vraiment, vraiment fantastique. Donc il y a des enfants qui sont bien dirigés, qui arrivent à être de bons acteurs. Oui, on n'est pas chez les choristes. C'est ça. Ouais, il faut absolument voir cette série. Moi, je soutiens complètement ce que dit Sébastien. Déjà, c'est un ovni, quoi. Ça ne ressemble à rien. C'est unique. Et c'est pas froid du tout. Au contraire, c'est un roller coaster d'émotions pour le spectateur, cette série. Donc, la combinaison des deux en fait une réussite vraiment très, très singulière. Ouais. Dernière question, c'est plutôt pour qui ? J'imagine que c'est pas à mettre devant tous les yeux. Au contraire, je pense que j'y réfléchissais parce que j'ai des enfants qui ont l'âge du personnage du gamin dans la série. Et je me demandais si les parents pouvaient pas le regarder avec des ados. Justement parce que ça parle des nouvelles technologies, il y a ce gap effectivement qu'on peut peut-être combler sur un canapé assis l'un à côté de l'autre. Et peut-être que ça peut délier les langues des enfants qui peut-être vivent des choses peut-être pas similaires, mais en tout cas assez proches de ce qu'on voit dans la série, et peut-être entamer un dialogue enfant-adulte. Oui, alors moi j'y crois moins pour les ados parce qu'il y a quand même, c'est une série qui porte en elle quelque chose d'extrêmement insatisfaisant pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'une dramaturgie un petit peu insolite. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez frustrant, on va dire, à la fin de tout ça. C'est qu'on n'a pas fait un voyage qui va d'un début très clair à une fin très claire. On n'est que dans une forme d'incertitude. Il n'y a pas un scénario qui est réglé.
à la fin de cette série. Donc il faut admettre ça. Et ça, pour admettre ça, quand on n'est pas rodé un petit peu à un exercice où on se dit bon bah il faut lâcher prise et ne pas avoir la réponse à chaque question qu'on s'est posée, c'est peut-être difficile pour les jeunes spectateurs, mais tout adulte peut regarder ça et se sentir évidemment très concerné. Merci à tous les deux. Je rappelle que Adolescence est disponible depuis le 13 mars sur Netflix. Laissons ce drame britannique pour des élucubrations scéniques, celle de Jonathan Cohen. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Et oui Gauthier, car aujourd'hui tu nous parles d'un vrai faux docu avec Jonathan Cohen, on en a parlé en début d'émission, Jonathan Cohen et Orelsan, ça s'appelle Fucking Fred comme un léopard, et c'est disponible depuis très peu de temps sur Prime Video. C'est exactement ça, donc Fucking Fred comme un léopard, c'est Jonathan Cohen qui va décrypter le personnage qu'il a inventé, le personnage Fucking Fred qu'il a inventé, le temps de faire une petite apparition en concert avec Orelsan en 2019, et on va le regarder perdre la boule dans ce personnage. Bonjour Orelsan, bonjour c'est Fucking Fred. Enchanté. Moi là-bas je voulais juste qu'il fasse Serge le Mito sur scène, tu vois. C'est moi, je suis Fucking Fred, avec un F comme Fucking Fred. J'ai une piqûre, j'ai une vraie piqûre. Ah gars, c'était fou. Et c'est ça ma vie gars, c'est ça ma vie. C'était très très gaulerie et ça aurait peut-être dû s'arrêter là. Et un jour... Ouais Joe, est-ce que ça te dit de faire ton premier vrai concert de Fucking Fred? Par contre je te préviens, on n'a qu'une semaine. T'as écouté ce qu'on a fait? C'est bien, hein? Ouais, ça va. Là, il a pas d'idée, il a rien foutu. Alors, c'est très très difficile à décrire ce qu'on voit dans Fucking Fred. Déjà, je veux être tout à fait clair avec un truc, c'est que le film commence par un carton pour dire tout ça est vrai ou tout ça est faux ou tout ça est vrai faux, on sait pas, on est sur une frontière. Bon, clairement. Commençons tout de suite par ça. On n'est pas sur une frontière, on est dans un documentaire. Rien de ce qu'on voit n'est vrai. Mais c'est intéressant quand même parce que ce que fait Jonathan Cohen, c'est qu'il essaye de nous faire croire, et il est très bon pour ça, il est très bon improvisateur, c'est ce qu'il fait le mieux. Il essaye de nous faire croire qu'en créant un personnage complètement débile de rappeur germano-brésilien qui a fait une chanson extrêmement vulgaire, en faisant ce tout petit bout de chemin pour créer un personnage, il se serait perdu dedans, comme Jim Carrey s'était perdu dans le personnage de Andy Kaufman en jouant Man on the Moon, et que c'était devenu le rôle de sa vie, et qu'il savait plus où il était, etc. Et que, en plus de ça, le documentaire qui est sur Amazon Prime raconte un pas de plus, c'est-à-dire qu'il raconte que Orelsan lui redemande de redevenir Fucking Fred, non pas pour faire juste une chanson en concert avec lui, mais pour faire carrément un set de chansons. Et il a une semaine pour écrire toutes les chansons de ce set, donc il est contraint d'aller à fond dans le personnage, si tu veux. Donc l'idée est marrante. Après, je trouve qu'il faut vraiment aimer énormément la créativité de Jonathan Cohen pour bien en profiter, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est que Jonathan Cohen, il avait son personnage de Serge le Mito dans Bloqué, mais j'allais dire bref, mais non, dans Bloqué, donc où il était déjà face à Orelsan, mais comme le public le connaissait absolument pas, ça marchait à 100 à l'heure, parce que on se disait, si ça se trouve, ce gars, c'est vraiment Serge le Mito, il parle vraiment comme ça, et j'en connais des mythos, et il était extrêmement compétent pour faire ça. Mais depuis, on sait que c'est un acteur. Donc, dès qu'on le voit faire le mythomane, on se dit, c'est bon, il improvise, c'est ça qu'il fait de mieux. Donc, on a perdu cette distance qui est la loi sine qua non pour qu'on marche bien à l'humour de Jonathan Cohen. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas vraiment de créer le personnage et de devenir fou en créant le personnage. Il crée un personnage de Jonathan Cohen qui deviendrait fou en créant ce personnage. Donc c'est très 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 méta, hein, tout ça. Voilà. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, la différence, tu l'as dit, entre Serge le Mito ou Sentinelle, le film sorti sur Prime Video également l'année dernière, enfin en 2023, pardon, c'est qu'il joue deux personnages. Il joue Jonathan Cohen qui crée
Fucking Fred et il joue Fucking Fred. Mais moi, ce que j'adore, alors effectivement, on n'aime pas Jonathan Cohen, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il y croit à ses personnages et il les aime. Il les aime, ces personnages de losers, de cons, faut le dire, il est quand même très très con, mais qui ont des rêves. Sentinelle veut devenir chanteur, Serge le Mito s'est inventé plein de rêves. Loser magnifique, on dit, je crois. Ouais, un peu ça, oui. Et il y croit et il les aime. Et la seule chose qu'il n'y a pas de faux, je pense, dans ce documentaire, comme tu le dis, c'est l'amitié qui le lie à Orelsan. Et je pense absolument, ouais, voilà, ça se voit. Ouais. Et ça se voit que c'est quelqu'un qui marche comme ça, Jonathan Cohen. Il m'en a déjà parlé. Il marche vraiment à l'amitié. Et on sent que ce projet n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas une énorme connivence entre lui, Orelsan, Clément Contentin, le frère d'Orelsan qui filme. Et donc ça finit par être un peu touchant en fait. C'est débile, on est d'accord, c'est très débile. Il y a quand même à un moment donné un Bohemian Rhapsody sur son derrière. Enfin, c'est le morceau de bravoure, si je puis dire. Mais on a de l'affection pour ce personnage parce que lui, il en a. En fait. Ouais. Puis ça mêle, de manière marketing, ça mêle deux éléments qui sont super forts. C'est-à-dire qu'on a bien vu que simplement filmer Orelsan et le mettre sur Amazon Prime, ça marche du tonnerre. Et simplement filmer Jonathan Cohen, être dans sa tête à lui tout seul, ça marche du tonnerre. Donc quand tu combines les deux, ça marche vachement bien. Je vais même rajouter un truc. Je trouve qu'il y a un autre truc qui est très vrai qu'on voit dans Fucking Fred comme un léopard. C'est vraiment une ode à la créativité de Jonathan Cohen, quoi. C'est incroyable de le voir constamment lui-même rebondir sur lui-même, se réinventer à chaque phrase et tout ça. Enfin, c'est très impressionnant. En fait, depuis quelques années, il a un mojo comique très puissant. Et en fait, quand tu regardes ce documentaire, tu t'attends à une vanne qui va tomber à plat à un moment donné ou pas. Et il y en a très très peu. Ouais, parce qu'en fait, il trouve toujours la bonne chute qu'il faut au bon moment. Et ça, je ne sais pas s'il le gardera toute sa carrière, mais en tout cas, profitons-en parce que là, c'est le cas. Et même la bonne amorce, quelque part, parce qu'à chaque fois, son personnage croit, dur comme fer, qu'il doit proposer des idées à Orelsan et être créatif comme ça pour pouvoir un peu hyper Orelsan, alors que Orelsan ne lui demande pas grand-chose, juste de monter sur scène et de chanter. Et à chaque fois qu'il a une idée, c'est la pire idée du siècle, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est fascinant, quoi. Et Orelsan joue très bien, faut quand même le signaler. Ouais, bien sûr. Dans son registre. Alors, ça s'appelle donc Fucking Fred comme un léopard. C'est disponible depuis le 27 février sur Prime Video. Et comme tu l'as dit, Sébastien, c'est réalisé par Clément Cotentin, le frère d'Orelsan, qui on doit déjà justement bloqué ou montre jamais ça à personne. Le film événement sur les premiers pas dans le milieu artistique de Orelsan. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci Gauthier pour cette recommandation. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, c'est la semaine des sorties qui auront lieu entre le 10 et le 16 mars. Et il y a pas mal de choses. Déjà le 13, donc depuis jeudi dernier, vous pouvez découvrir la saison 3 de La Roue du Temps. 8 nouveaux épisodes à découvrir sur Prime Video encore une fois. 3e saison déjà donc pour La Roue du Temps. Je rappelle, c'est une série d'heroic fantasy adaptée de la saga du même nom de Robert Jordan qui avait été terminée par Brandon Sanderson. C'est pour les fans, pour pas qu'après on se fasse reprendre dans les commentaires, Gauthier. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut dire qu'avec Ring of Power, c'est l'autre grosse série fantastique du studio d'Amazon. Et que La Roue du Temps, c'est quand même un univers authentique et singulier qui aime troubler les pistes et qui a su se créer une véritable place parmi les grands noms du genre de l'heroic fantasy en littérature. Et cette adaptation en série, c'est un produit de son temps, pour le meilleur et pour le pire, avec tout ce que ça peut évidemment sous-entendre. Il y aura 3 épisodes, il y a eu 3 épisodes au lancement, et ce sera un par semaine après à découvrir donc sur Prime Video. On reste sur Prime, mais avec une toute autre proposition. Ça sort aujourd'hui, 14 mars. Ça s'appelle Liars Club et c'est une première tentative, 6 épisodes d'une demi-heure. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un nouveau divertissement dans la veine de LOL qui ressort. Et donc, évidemment, c'est à découvrir sur Prime.
Dans ce jeu, 5 duos de célébrités s'affrontent et vont raconter 3 anecdotes, dont une seule est vraie. L'objectif est de convaincre les autres duos de la véracité de leurs histoires, tout en démasquant évidemment les mensonges des autres équipes. Alors vous me dites, ça peut être pas mal si on aime bien ce genre de programme, mais ça repose beaucoup sur le casting. Alors le casting justement de cette première saison, c'est Cad Merad, mais c'est pas que Cad, c'est Cad et O. Parce qu'il y a Olivier Barou aussi, donc Cad Merad et Olivier Barou. C'est aussi Freddy Gladieux et Anis Rally. C'est Mela Bedia et Oulaya Amara, Ahmed Silla et Hakim Djemili, et McFly et Carlito. Donc on voit que c'est quand même beaucoup le casting qu'on a déjà vu dans les saisons de l'émission LOL qui ressort. Et c'est à découvrir à partir d'aujourd'hui sur Prime Video. Toujours aujourd'hui, changement d'ambiance. On passe sur la plateforme Max avec une séance de rattrapage, j'ai envie de dire, puisque sont disponibles à partir d'aujourd'hui les 12 épisodes, soit les 2 saisons entières de la série Chucky. Ah, très bien. Et oui, Chucky, qu'est-ce que c'était Chucky ? C'était cette marionnette possédée par un serial killer qui a fait peur à tous les ados, ou en tout cas un grand nombre d'ados depuis les années 70, je crois. 80. Et donc là, c'est la suite, hein, évidemment. L'histoire débute lorsqu'un adolescent solitaire qui s'appelle Jake, met la main sur une vieille poupée lors d'un vide-grenier, et très vite, une série de meurtres aussi brutaux qu'énigmatiques sème la panique dans la petite ville américaine où il réside. Derrière ce pitch un petit peu conventionnel se cache aussi une série qui essaie de remettre au goût du jour justement la mécanique de la poupée possédée par une entité maléfique. Je peux vous dire que c'est dans son jus. Ah, très bien, très bien. Et qui fait la voix de la poupée ? C'est toujours Brad Dourif. Ah, génial. Et c'est le scénariste original de la saga qui est justement aux armes directement. Don Mancini, c'est pour ça que c'est dans son jus. Ah, très bien, très bien. Toujours aujourd'hui sur Apple TV+, une série adaptée du roman de Denis Tafoya. Ça s'appelle Dope Thief. C'est sur Apple TV+, donc, et c'est 8 épisodes. Une série policière qui nous plonge dans l'univers du crime organisé sur la côte est américaine. C'est créé par Peter Craig, scénariste connu pour The Batman ou Top Gun Maverick. Et ça s'annonce comme une série policière sombre et haletante qui explore la criminalité, mais sous un angle inédit. Puisque l'histoire, c'est 2 amis d'enfance devenus délinquants à Philadelphie, oui c'est ça, et qui usurpent l'identité d'agents de la DEA pour réaliser des braquages ciblés, mais en pleine campagne. Évidemment, ça va pas très bien se passer. C'est avec Brian Tyree Henry, que vous avez vu dans Atlanta ou dans Bullet Train, et avec Wagner Moura, que vous connaissez de Narcos éventuellement. Toujours dans les séries, à partir de demain, samedi, vous pourrez découvrir A Very, Very British Scandal sur Max. 3 épisodes pour cette mini-série anthologique, donc qui revient sur les grandes affaires liées de près ou de loin à la société britannique. Dans cette nouvelle saison, on revient sur le scandale autour du divorce en 1963 de Margaret Wigham Sweeney et de Ian Campbell, 11e duc d'Argyle et chef du clan Campbell, qui avait défrayé la presse. Rien à voir avec le whisky, le clan Campbell. Alors il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais je pense que le whisky c'est un petit peu associé à cette grande famille écossaise. C'est créé par Sarah Phelps et réalisé par Anne Stevinsky et avec Claire Foy et Paul Bettany. Du côté de Netflix, un film, le nouveau film des frères Russo avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Les frères Russo, c'est qui ? C'est le duo de réalisateurs qui nous ont fait Endgame, l'un des films les plus vus de tous les temps, avec des super-héros Marvel, tous réunis dans le même panier. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a le film le plus cher, je crois, des plateformes, en tout cas de Netflix, 300 millions de dollars, un truc comme ça ? Oui, dans ces eaux-là, oui. Et c'est quoi le pitch ? Vous allez me dire, mais ça raconte quoi ? Qu'est-ce qu'on raconte avec tout cet argent ? Eh bien, c'est l'histoire d'un vétéran de guerre devenu routier qui aide une adolescente à retrouver son frère disparu dans un monde post-apocalyptique où les robots ont été exilés après une révolte manquée. Ah, viens, on en parle la semaine prochaine. Alors justement, ce sera notre sujet de la semaine prochaine. Je propose donc de ne pas nous éterniser dessus aujourd'hui. Et on va finir par quelques en vrac avec la saison 4 de The Righteous Gemstones sur Max. C'est la série sur les évangélistes de Danny McBride avec John Goodman. Des dessins animés pour adultes, public averti quand même. La saison 3 de Oh My God Yes et de YOLO. Une série documentaire sur le groupe mythique. Les dessins animés, c'est sur Max aussi, évidemment. Donc
donc une série documentaire sur le groupe mythique de funk américain Sly and the Family Stone, ça s'appelle L'Héritage. C'est disponible le 15 et c'est sur Disney+. Et toujours du côté de la musique, depuis le 12 mars, vous pouvez découvrir ce documentaire Tom Petty and the Heartbreaker Beach Party, réalisé par Cameron Crowe, qui revient sur toute la période MTV de Tom Petty. C'est sur Paramount+. Ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des sorties. Sébastien, je te propose par contre de rester assis bien confortablement sur ton siège. Bien sûr. On passe maintenant à l'interrogatoire habituel de fin d'émission, c'est l'interview originale de Sébastien Moge. Sébastien, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Oui. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Alors, je dirais ciné, série et stand-up. Et stand-up ? Oui. Par exemple, parmi ceux qui t'ont vraiment interpellé récemment ? Anthony Jeselnik sur Netflix. Et voilà, et j'attends avec impatience le prochain Bill Burr, qui est un de mes comiques préférés, que j'ai découvert grâce aux plateformes et à Netflix en particulier. Alors j'ai un cliché moi en tête, c'est que Netflix, enfin quand on me dit regarder du stand-up sur plateforme, c'est surtout Netflix ou c'est plus périphérique. Il y en a sur Amazon Prime. Il y en a sur Prime, il y en a quelques-uns sur Max. J'irai pas sur Apple TV+, tu vois. Non, il n'y en a pas sur Apple TV. Et il y en a eu un sur Disney+, ce magicien dont j'ai oublié le nom, qui faisait une sorte de stand-up assez génial, mais je crois que ce n'est plus sur la plateforme. D'accord. Donc, effectivement, c'est beaucoup Netflix, ils sont connus pour ça. Et on en trouve quelques-uns sur Prime Video. Ouais. Alors aujourd'hui, évidemment, on utilise les plateformes, mais qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer justement toutes les plateformes à tes habitudes ? Tu te souviens s'il y a une série ou un film, quelque chose de déclencheur ? Alors déjà, il y a mon métier, mais sinon, en tant que spectateur, je pense que House of Cards, évidemment, quand Netflix a débarqué il y a un peu plus de 10 ans maintenant, puis Stranger Things, donc évidemment, c'est beaucoup passé par Netflix, après, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais je dirais que oui, House of Cards, en plus, il y avait David Fincher qui était un peu derrière, et j'aime beaucoup David Fincher. J'aimais beaucoup Kevin Spacey à l'époque. Donc voilà, c'est parti. Mais un peu comme tout le monde, hein, je pense. Alors du coup, t'es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour, je sais pas, des séances de rattrapage, tout ça ? Bah, un peu des deux, hein, nouveautés. Moi, j'aime beaucoup défricher les nouveautés. Mais comme je suis un ancien addict au vidéoclub, c'est vrai que les catalogues des plateformes font un peu rêver. Alors, il y a un peu tout et n'importe quoi, il faut faire le tri. Mais j'aime bien dégoter des petites pépites. Je pense parfois Prime Video, ces derniers mois, par exemple, ont l'habitude chaque mois de sortir des films des années 80 qu'on a un peu oubliés, ou des vieux Charles Bronson des années 70, avant que ça devienne trop caricatural. Donc voilà, je me fais des petits plaisirs comme ça. Alors parfois, il n'y a pas de VO. Alors sur Prime, il y a eu beaucoup de problèmes de VO, de pas de sous-titres, voilà, mais je crois que ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques temps. Alors sur les plateformes, il y a beaucoup de choses, mais des fois, il manque des choses. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD ? Non, et je l'ai fait très rarement, à vrai dire. La VOD, c'était pas trop mon truc. Ce côté... SVOD, on paye une fois par mois, puis après on a accès à tout. J'avoue que ça me séduit beaucoup, un peu comme mon abonnement encore au Vidéoclub à l'époque. Est-ce que ton rapport au cinéma en salle a changé depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Non, je vais toujours évidemment au cinéma. Je suis un fervent défenseur de la salle, mais je n'oppose pas salle de cinéma et plateforme de streaming. En fait, je pense que ça peut vraiment coexister. Je vais reparler du Vidéoclub, mais j'ai beaucoup regardé de VHS et de cassettes quand j'étais ado. J'en ai loué beaucoup. J'allais quand même au cinéma, donc ça continue. C'est un peu c'est un peu la même chose en réalité. 90% des chefs-d'œuvre du cinéma, je les ai vus dans mon salon. En fait,
quand j'étais ado. Donc voilà, Shining, 2001, l'Odyssée de l'espace. Si, je l'ai vu en 2001 quand ils l'ont ressorti, mais en fait, la première fois que je l'ai vu, c'est quand Kubrick est mort en 99 et que le cinéma de minuit a repassé 2001 et j'ai pris une grosse claque sur mon petit écran. À l'époque, il n'y avait pas encore parce que je suis assez vieux, il n'y avait pas encore les grands écrans plats et j'ai quand même pris une énorme claque. Donc je continue à aller en salle, mais je n'oppose pas les deux. J'ajoute qu'il n'y a d'ailleurs pas de vase communicant en termes d'industrie. C'est-à-dire que moi qui passe ma vie à regarder les chiffres du box-office, il n'y a pas, dans les chiffres en tout cas, il n'y a pas de mauvais impact de la part des plateformes. Comme quand la télé a débarqué et qu'on disait qu'elle allait tuer le cinéma, ça n'a pas été le cas. Plutôt serial binger ou consommateur raisonné ? Serial binger, encore une fois, de par mon métier, il faut que je regarde beaucoup de choses. Mais même en tant que spectateur lambda, on va dire, j'aime bien enchaîner. Ouais. J'aime bien me faire des soirées assez longues de films ou de séries. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports. Quel est ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? Télé du salon uniquement. Je proscris la vision de films ou de séries sur des écrans plus petits. Est-ce que les productions de plateforme sont un sujet de conversation avec tes proches en dehors de tes activités professionnelles ? Oui, bien sûr. Ah bah oui, la dernière série Netflix, c'est surtout les séries en réalité. Et les séries sont un sujet depuis, même avant l'arrivée des plateformes. Ça a continué à alimenter les conversations, enfin, ça les a boostés, on va dire. Mais oui, bien sûr. Et en famille aussi, j'en parle beaucoup. Alors, c'est une petite question business. Imagine, tu as tout pouvoir, budget infini. Comment on récompense les productions issues de plateformes ? On crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent, on fait une nouvelle cérémonie spéciale. Comment tu gérerais ça ? Alors, je suis pas très cérémonie et récompense, bizarrement. Mais je dirais que créer une cérémonie spéciale, non, mais créer de nouvelles catégories, oui, pourquoi pas. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Gauthier, mais ça me paraît assez logique. Oui. Enfin, Gauthier, il va falloir répondre la même chose que lors de ton interview à toi maintenant. Non, mais d'autant plus que moi, j'ai demandé à notre syndicat de la critique de créer un prix pour les plateformes. Donc, on remet maintenant, Sébastien fait partie du jury, et on remet un prix pour les films et un prix pour les séries. Donc, moi, j'ai un petit peu répondu à cette question comme ça. Mais parfois, je me demande aussi encore s'il ne faudrait pas créer carrément un festival de Cannes du film de plateforme, tu vois, un truc lourd, mais qui permettrait de les mettre super en avant et de dire, bah voilà, là on va regarder toute la nouveauté de ce qu'on va voir de super sur les plateformes et tout ça, quoi. Ouais, mais c'est un peu les mettre de côté aussi, ça serait un peu les ostraciser, c'est pas un grand mot, mais bon... Ça serait les mettre en valeur et ça serait peut-être reconnaître que c'est pas exactement le même truc que le film qui sort au cinéma. Oui, j'entends. Tout le débat est là, justement, vous l'aurez compris. Moi, j'aimais bien la réponse de Clément Le Saffre, qui était avec nous il y a quelques épisodes, qui disait c'est surtout les séries qui sont très mal récompensées en France et qui mériteraient d'avoir peut-être leur cérémonie. Alors, pas qu'avec la création française, peut-être, mais c'est là où ça devient compliqué. Dernière question pour toi, Sébastien. Elle est simple à poser, mais c'est pas forcément la plus facile à répondre. Quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Ouais, mais je vais me mettre des gens à dos, là. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on ne te demande pas quelle est celle que t'aimes le moins, on te demande celle que t'aimes le plus, justement. Alors, je suis normand d'origine, donc je vais faire une réponse. Je vais faire plusieurs réponses. Je pense que pour les séries, je dirais Apple TV+. Je pense que, qualitativement parlant, c'est quand même les séries les plus intéressantes. Si pour le film, cinéma, je dirais quand même Netflix. Et pour tout ce qui est catalogue, en revanche, donc je parlais de Prime Video, il y a quand même des curiosités assez sympas. Le catalogue de Disney et de Max qui a débarqué l'année dernière. Voilà. Max, on rappelle, il y a toutes les séries historiques, HBO, le Big Five, tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Mais de rien, merci. C'était Original, saison 1, épisode 18, avec Sébastien Moge, chef de service adjoint aux plateformes chez Télérama. On remercie également notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production. Merci beaucoup, Andou. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. À la prochaine. Au revoir.